Approche-toi, Serge. Ah, une audience là. Les jeunes. Waouh. Que d'improvisation depuis hier soir. Alors, je ne suis pas présentateur de métier. Juste pour l'enregistrement, je dirais qu'on a dû improviser et puis se dire, bon, nous allons produire devant vous et de manière enregistrée afin que l'on puisse ensuite en extraire des, j'ai envie de dire, des idées, des insights, comme ils disent les Anglais, et essayer d'en extraire une connaissance qui va pouvoir être plus explicite pour des gens qui vont également rentrer dans ce gigantesque chantier qui est cette transition digitale. Bon, disons que c'est une transition, une transformation culturelle surtout des entreprises. Ça, c'est un premier point. On sait que ça agit sur l'individu et sur le collectif. On a entendu parler d'intelligence collective aussi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en résumé? L'intitulé de ce débriefing, c'est un débriefing qui parle de quoi? De culture de l'entreprise tout entière portée par le digital. En tout cas, on tend vers ça. Il y a déjà des modèles qui existent de cette manière-là. Et on parle aussi de qualité de contenu, avec des contenus de qualité. Ce que l'on fait, c'est d'initier la conversation afin de créer de l'engagement là où ça compte. Alors, Serge, on se connaît tous les deux. Serge Gutnick est un marketeur passionné. Nous avons aujourd'hui et nous avons élaboré une réflexion profonde de deux univers. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, je regarderai bien la caméra, ça c'était cinglant. C'était quelque chose qui collait des rêves à la réalité, rendre accessible ce qui ne semble pas l'être, se dire, écoute, c'est bien ce que tu me dis là, mais c'est du bon sens. On essaye de trouver finalement la bonne mesure. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il faudrait peut-être quand même qu'on crée un cadre dans lequel on ne se perde pas quand on entreprend quelque chose. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui m'a inspiré il y a quelques années maintenant, en 2015, un homme qui était proche collaborateur de Steve Jobs, disons-le pour la caméra, mais bon, c'est pas courant. Il s'appelle Guy Kawasaki. Il m'a dit, écoute, je voudrais que tu fasses une revue de mon nouveau livre, L'art de se lancer 2.0. Alors, c'est vrai que de se connecter à un homme comme ça, c'est possible grâce à la technologie. Deuxièmement, l'idée même, c'était de pouvoir dire, mais qu'est-ce que je vais en extraire de ce livre? Donc, finalement, d'un point de vue marketing, Serge, dire qu'on fait les choses pour dire qu'on les fait, est-ce que c'est par influence ou c'est parce qu'on va vers le bon sens? Oui, mais bonsoir. Donc, c'est vrai que Michel et moi, on a démarré un travail il y a quelques mois de cela. Et ce qui a été cinglant, comme l'a dit Michel, c'est la rencontre de l'IT et du marketing. Parce que c'est vrai, le marketing, moi je suis partisan du bon sens, parce que le marketing, ce n'est que du bon sens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de monter des usines à gaz, mais de faire des choses simplement pour que le consommateur rentre en conversation avec la marque, pour avoir cette fameuse valeur qu'on recherche de plus en plus, et la valeur est de plus en plus difficile à trouver, pour faire la différence par rapport aux autres. Donc c'est de créer la différence. Et la deuxième chose qui m'anime, c'est le pragmatisme. Parce qu'il est vrai que souvent, on est, nous marketeurs, un petit peu la tête dans les nuages sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, mais que les entreprises sont beaucoup moins avancées que nous. Donc il faut réussir à emmener l'entreprise vers ces nouveaux modèles, vers ces nouveaux outils, pour définir ces nouveaux modèles et cette nouvelle valeur qu'elle va délivrer. Alors, par quoi on commence, Serge, concrètement? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre par une redéfinition de sa proposition de valeur, ou dire, finalement, j'ai ma business solution qui est obsolète, donc je dois d'abord remplacer ce logiciel-là. Bon, les investisseurs, on connaît bien ça. La courbe de la baignoire. En fait, l'indicateur de la courbe de la baignoire, c'est de dire quoi? C'est de dire on fait avec ce qu'on a. Une fois qu'on arrive au terme des amortissements, c'est de dire on remplace à ce moment. Ouais. Donc c'est le moment d'attaquer ça. Comment est-ce qu'on arrive à le repérer finalement? Donc si on prend transversalement tous les métiers, le problème, il sera le même. C'est qu'à un moment donné, on doit repérer le moment idéal pour dire, mais compte tenu aussi des évolutions du consommateur, on en parlait tout à l'heure, la façon dont Yves, chez Flammarion, alors rapidement Yves, Flammarion, Gallimard, toi tu gères la production et les achats justement dans un très grand groupe. Qu'est-ce que ça a comme incidence de se dire, mais comment on recherche le bon moment? Est-ce que ça te parle si je te dis, on doit viser le bon moment pour fixer une réflexion sur sa proposition de valeur?
En fait, on est aussi quelque part un peu poussé par l'extérieur et par le comportement des consommateurs et par l'évolution du consommateur elle-même. Les organisations doivent s'adapter à cela. Et aujourd'hui, un des thèmes qui était effectivement devenir une proie et non plus être un chasseur, c'est qu'on devient effectivement la proie du consommateur et on doit à tout prix être la proie la plus séduisante possible. C'est bien ce qu'on a ressorti. Donc, on va faire évoluer nos organisations en ce sens-là, en commençant par ce qui est le plus facile, qui est la perception du produit. Et donc, on enchaînera sur le marketing. Et seulement après, on travaillera une réforme profonde en interne des gens qui n'interviennent pas forcément de façon très visible dans ce monde du numérique, mais qui y sont confrontés tous les jours parce qu'eux-mêmes sont des propres consommateurs. Serge ? Oui. Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bon moment pour une entreprise. Parce que si on attend le bon moment, il est déjà trop tard. C'est déjà fini. Donc ça veut dire que l'entreprise doit être en perpétuel mouvement, à regarder tout le temps ce qui se passe autour d'elle, que ce soit dans son secteur d'activité ou ailleurs, pour voir ce qu'elle peut capter comme nouvelle tendance, comme nouvelle technologie, et l'adapter à son propre métier. Bon. Parce qu'à force d'attendre le bon moment, ce n'est jamais le bon moment dans une entreprise. Parce qu'on n'a jamais le temps, on a toujours autre chose à faire, on a toujours à courir après de chiffres. Donc c'est trop tard et c'est comme ça que les entreprises vont dans le mur. Donc point numéro 1, messieurs, on s'accorde à dire qu'on explore. On explore. On explore. L'exploration est permanente. Permet d'ouvrir aussi des univers qu'on ne soupçonnait absolument pas. J'ai parlé ce matin de l'ouverture du marché numérique aux bibliothèques. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est extrêmement sollicité par les bibliothèques universitaires internationales et on distribue des fichiers numériques via des sociétés type Kern à une centaine d'universités à travers le monde où la langue française est parlée, où l'idée française est véhiculée. Et c'est une ouverture qui est apparue très récemment, qu'on ne soupçonnait mais absolument pas il y a encore 5 ou 6 ans. Alors, Serge, tout le monde ne s'appelle pas Flammarion, Gallimard. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de contenu de qualité, on s'accorde à dire que chaque bouquin qui sort ne me correspond pas forcément. Et ça, je trouve intelligent. Le sujet, j'aime bien le cadre dans lequel on est. Serge, avec ton expérience, comment est-ce qu'on fait coller ces idées au marché, c'est-à-dire par quel bout on commence pour définir sa proposition de valeur? Qu'est-ce qu'on explore finalement? Si je te demande de demander à nos clients ou à tes clients, ou peu importe, à des gens que tu croises, quelle valeur tu apportes et comment tu la délivres, est-ce que les gens comprennent ça? Est-ce qu'ils arrivent à y répondre immédiatement, du tac au tac, au bout de 2 minutes? Rappelez-vous, Guy Kawasaki dit simplement l'art du pitch, c'est quoi? Dis qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, tu dois être capable de le dire en 2 minutes. Sans PowerPoint. L'idée, c'est de se dire, mais quelle est cette proposition de valeur tellement attractive? Et ces contenus de qualité, comment on les crée finalement, sur quelle base? Mais en fait, le gros problème des entreprises aujourd'hui, je pense, parce que je fréquente un certain nombre de PME ou de grosses PME régionales ou nationales, c'est quand on leur pose la question, mais c'est quoi la valeur que vous délivrez au marché? Il y a un grand blanc. Parce qu'en fait, ils commencent à vous parler produits classiques. On leur dit, mais attendez, ce produit-là, le concurrent le fait aussi. Mais votre réelle valeur que vous délivrez, c'est quoi? Et là, je peux vous assurer que c'est des semaines et des semaines de travail, de réflexion, pour voir quelle est réellement la valeur que délivre l'entreprise à son marché. Parce que si elle ne délivre pas une valeur qui fait sa différence ou sa singularité, voilà, ben, il n'y aura pas de préférence de consommateur et elle ne pourra pas rentrer en conversation si elle n'amène pas de valeur. Que ce soit des contenus de valeur ou des produits de valeur ou des services de valeur. On n'est pas en comptabilité, on ne parle pas de valeur ajoutée. On parle de proposition de valeur, là. Qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais, de manière singulière, et ce qui te différencie de ton concurrent et qui met en avant ton domaine d'expertise. Ah bah là, je t'écoute. Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de me jeter ton produit à la figure, mais tu es en train de m'inspirer dans ton storytelling à me dire, mais tu es quelqu'un d'intéressant. Et mon cerveau va percevoir ce que tu me dis, et du coup, on se connecte, et progressivement, tu vas m'amener dans une situation de confiance et de façon à ce qu'on puisse engager une conversation. Et au bout de 10 à 20 preuves, je vais dire, voilà, maintenant, sans même en avoir conscience, ça agit sur ma prise de décision. Et là, tu vas être, pour moi, une autorité d'expertise. Disons clairement les choses. Je rappelle le terme. Autorité, ce n'est pas autorité coup de bâton. Ce n'est pas autorité historiquement telle qu'on nous l'a transmis. L'autorité vient du même groupe de mots latins, augere, qui veut dire tirer vers le haut, augmenter.
En d'autres termes, si moi je me mets en relation dans mon domaine d'expertise avec d'autres hommes qui ont un autre domaine d'expertise, ils accréditent ce domaine d'expertise et ils me tirent vers le haut. Ils m'améliorent quelque part. Donc on parle bien de ça, c'est-à-dire c'est une réflexion profonde de ne pas être juste consultant. Tout à fait. Demande la montre à ton client pour lui vendre l'heure. Tu vas réellement apporter une valeur, par contre là, ce coup-ci, ajoutée, en définissant sa valeur et comment il la délivre. Mais le gros problème des entreprises, qui pour moi est un réel problème, qu'ils aient un service marketing intégré ou pas, c'est qu'ils ont, excusez-moi du terme, trop le nez dans le guidon et qu'ils ne voient plus quelle peut être leur réelle différence. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un d'externe avec qui ils puissent, moi j'utilise souvent ce terme, jouer au ping-pong. Parce que c'est en jouant au ping-pong que le dirigeant d'entreprise va retrouver sa réelle valeur. Réelle valeur qu'il avait à l'origine quand il a créé son entreprise. Autrement, il n'aurait jamais existé. Donc il était inspiré, les choses se sont mises en place progressivement. On a la lourdeur, on a le quotidien, on a l'infobésité qui nous aveugle énormément sur les capacités qu'on pourrait... Quand on a perdu quelque part un peu cette passion de produit, passion... C'est vrai que j'ai eu preuve de toi à moi, outre-Atlantique, les majors de leur profession, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se remettre au stade d'étudiants. Ils étudient. Parce qu'on se dit finalement, cette façon de capter la tendance qui vient de qui? Pas celui à qui je dois dire ce qu'il doit faire, mais à des gens qui vont me dire à moi ce que je dois faire pour pouvoir un peu mieux comprendre finalement ce que ces personnes attendent de moi. Est-ce que je suis aussi d'accord de faire finalement? Et là, on trouve son inspiration. En quoi? En termes de business model, c'est-à-dire, mais quelle valeur j'apporte, comment je la délivre, à qui je le fais, comment je le fais, et est-ce que c'est viable? Alors justement, la viabilité, juste une question rapidement. Cette viabilité, c'est quand même un lourd tribut à payer, parce que finalement, ça nous prive de bonnes idées, mais en même temps, une bonne idée n'est pas parce qu'on a eu l'idée à ce moment-là, parce qu'on reste ouvert, mais c'est d'avoir en face de soi des clients qui vous demandent et qui vous donnent en contrepartie, soit un service, soit au mieux de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on privilégie, messieurs? Là, il faut être un peu responsable, c'est de se dire, c'est bien de donner des conseils, mais qu'est-ce qu'on doit réellement privilégier dans ces cas-là? Je dirais que la viabilité n'est jamais prouvée, mais la non-viabilité n'est jamais prouvée non plus. Et pour ça, il faut pouvoir l'expérimenter, très clairement. Et la bonne question est de savoir quand est-ce qu'on fait machine arrière, et de le faire suffisamment tôt pour que on puisse poursuivre son activité par ailleurs, et explorer d'autres pistes, et ne pas aller à fond dans un domaine. Je pense par exemple à la course à la technologie, parce que la technologie c'est pas tout. Aller à fond dans la course à la technologie c'est très bien, mais si on n'a pas de but derrière soi, on investit beaucoup et on se trompe. Alors je crois avoir un exemple, mesdames et messieurs, quelque chose de cinglant. On devait faire en fait un atelier précédemment, mais du fait d'un changement de l'organisation, on va en parler beaucoup plus concrètement. Serge Gutnick, ici présent, a 2 clients de mémoire, ou plusieurs clients, à qui il va vendre quelque chose de pas nouveau, mais de manière très nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer des contenus de qualité, quelles sont les principales difficultés que l'on connaît, Serge? La coordination, avec qui? Avec les web designers, avec alors déjà celui qui génère du contenu, en fait tous ces workshops, tous ces ateliers, etc., qui sont des process longs, qui coûtent cher. Et finalement, la technologie que tu as choisie, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle? En fait, bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle, mais moi je pars toujours du principe que la technologie est une chose, comme tu le disais tout à l'heure, mais prendre ou s'approprier de la technologie, si on ne sait pas pourquoi on le fait, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut d'abord mettre, c'est pour ça que j'aime bien être pragmatique quand je suis face à des clients ou des dirigeants d'entreprise, c'est de voir à quel stade ils en sont, voilà, pour voir jusqu'où on peut l'emmener, avec quels outils et comment le faire évoluer progressivement. Parce qu'il lui parlait d'entrée de jeu, d'intelligence artificielle, d'outils digitaux et ainsi de suite, le pauvre gars, il va être perdu. Il y en a 15 000 qui racontent la même chose, chacun a des meilleurs produits que l'autre, mais in fine, pourquoi faire? Alors, et je pense que beaucoup de dirigeants d'entreprise se sont fourvoyés par moment dans des outils digitaux, et ils se sont rendus compte au bout de quelques mois qu'ils avaient dépensé une fortune pour pas grand-chose. Mais pour la bonne et simple raison qu'ils ne savaient pas pourquoi ils l'ont pris, et ce que ça devait amener à l'entreprise, à ses équipes commerciales notamment. Et quand tu parlais d'outils, le gros problème,
c'est vrai que je parle que de problèmes, mais c'est vrai, la difficulté qu'on rencontre dans les entreprises, c'est de faire remonter des informations du terrain pour amener de réels contenus à forte valeur. Alors, parce que si c'est pour définir ça dans des bureaux par des marketeurs ou des dirigeants, parce qu'ils ne voient jamais du client, ils ne savent pas ce qui les touche réellement, donc on ne saura pas parler d'émotion, qui est quelque chose d'important aujourd'hui dans le business. Georges-Édouard parlait de conversation tout à l'heure, de donner des choses pour avoir un retour. Si on n'arrive pas à capter ces moments d'émotion qui font qu'un client va acheter votre produit, on ne saura pas le dupliquer, on ne saura pas sur quoi il faut appuyer pour conquérir d'autres clients. Donc, on parlait d'exploration tout à l'heure. Là, maintenant, on se dit finalement, c'est quoi de viabiliser, puisqu'on parlait aussi de la manière de le viabiliser. Faire collaborer tous les talents qu'il faut autour d'un projet à un moment donné d'exploration. Messieurs, qu'y a-t-il d'autre comme alternative que de briser les parois de verre du collaboratif et de coordonner cela avec la technologie aussi. C'est-à-dire que si un process me coûte 6 mois, temps homme, sur 10 bonhommes pour pondre quelque chose qui est déjà révolu, parce que le temps que ça m'a mis pour le sortir, ça ne correspond plus en réalité à la demande, parce que les choses évoluent effectivement très vite. Mais alors, pourquoi je ne prends pas un raccourci pour briser, en brisant les parois de verre du collaboratif, pour être plus productif tout simplement dans ce transfert. Et on prend moins de risques, puisque, in fine, on va pouvoir augmenter le nombre d'explorations d'idées, etc., et ne pas mettre en péril son organisation parce qu'on a été unilatéral sur une seule idée qui doit mettre 1 an. Beaucoup d'entreprises déposent le bilan à cause de ça. Donc, on explore, on collabore, on utilise l'expérience pour coordonner tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à se dire, mais c'est tout un art que de le faire savoir à un homme et une machine. Comment aujourd'hui assurer, par une assurance qualité, la création d'un langage homme-machine? Alors je prends le relais un petit peu parce que je suis celui qui a fait ça. C'est simple. Aujourd'hui, dans un algorithme, on prend en compte quoi? On prend des données qui ont été exprimées et on va pouvoir interpréter leur usage. D'accord? Les machines aujourd'hui, quand on revient au référencement par exemple de moteurs sur le plan naturel, le SEO, j'étais avec donc David Hamelin dimanche en longue discussion pour préparer un événement. J'ai eu des retours qui sont très très bons nationalement, internationalement. Il m'a dit, Michel, il m'a dit en anglais, Michel, le référencement n'est utile que lorsqu'on a mal fait les choses. Et lorsqu'on fait les choses proprement, puisqu'il a analysé les sites que, ça tu ne le savais pas encore Serge, il a fait une analyse des sites web qui ont été créés sous la coordination de Serge, qui utilise un moteur qui s'appelle Molly. C'est un moteur d'intelligence artificielle avec une botte secrète. C'est une robot qui fait des sites extraordinaires, qui sont adaptés à tout support en un temps record, quelques minutes. Mais il y a également un moteur de référencement dans ce moteur qui va donc indexer intelligemment le site en version mobile, puisque c'est ce qui est priorisé maintenant par l'indexation de Google. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je vais vous dire quelque chose. La grande différence finalement, c'est quoi? C'est que le temps que tu as utilisé, et Serge en a travaillé là-dessus, c'était pas sur la technologie, c'était sur son contenu. Et donc du fait qu'on n'a pas plombé, on n'a pas grévé notre business model à ce moment-là, ben on a réussi à délivrer quelque chose qui a fait quoi? Waouh! Et vous savez ce que c'est ce waouh? J'ai ouï dire qu'à Strasbourg, dans une école, on parle de l'effet waouh. Oui, mais comment on le provoque? Ben, je vais vous le dire maintenant. On provoque l'effet waouh par des contenus de qualité qui parlent des images et des textes qui collaborent métaphoriquement et qui vont à un moment donné transcender l'individu. Et vous savez pourquoi on a besoin du waouh? Et messieurs, ça c'est le scoop de la soirée, parce qu'il est scientifiquement prouvé que cela procure la motivation nécessaire pour comprendre de nouveaux concepts. Ce qui veut dire que tant qu'on est en dessous de la barre du waouh, ben je suis désolé, vous n'arriverez, ou difficilement du moins, pas à convaincre. Donc aujourd'hui, comment on fait pour social médiatiser sa proposition de valeur, la manière dont on l'exploite? On utilise les médias sociaux. On utilise quoi? Qu'est-ce que tu as découvert depuis le début de l'année, Serge? Parce que l'une des plus fortes progressions que moi j'ai vues dans ce framework qui s'appelle le génie digital, maintenant appelons clairement, prenez bien en compte que le génie digital, c'est quoi? Le génie climatique, le génie industriel, le génie mécanique. Eh bien, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer le génie digital? Vous allez sur legenie.digital, comme je vous le dis, dans votre URL, vous avez un bouton pour télécharger un livre blanc de 10 pages, avec des images et du texte, pas besoin d'analyser, pas besoin de prendre du temps pour faire cela, et vous comprendrez à un moment donné
l'importance d'aller explorer, collaborer et social médiatiser les éléments, tant en interne qu'en externe. Serge, est-ce que j'ai bien résumé? Tu as très bien résumé. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que à force de travailler avec Michel sur cette nouvelle logique dans le génie digital, je me suis rendu compte qu'auparavant, on passait beaucoup plus de temps à parler technique pour monter un site web, pour monter un emailing, et que ça prenait énormément de temps parce on est tributaire des codeurs, de plein de gens. Et du coup, on oublie un petit peu réellement le contenu à forte valeur ajoutée. La finalité. La finalité. Et donc, on passait très souvent outre le contenu. On avait un contenu classique, bateau, mais pas de valeur ajoutée. Et en fait, à partir du moment où on arrive à éliminer cette problématique de technique, où on passe souvent beaucoup de temps avec les gens, ben on se consacre à l'essentiel, c'est-à-dire à la création du contenu. Et on va vraiment au bout de la question qu'on se pose à chaque fois qu'on veut essayer de communiquer avec ses clients ou avec une population, c'est de lui dire qu'est-ce qui l'intéresse réellement. Donc on a pu, en partant de ces questions, utiliser les outils Google entre autres pour voir un petit peu quels étaient les centres d'intérêt, pas seulement, quels étaient les centres d'intérêt d'une population. Ici, hein. C'est pas grave. Quels étaient les réels centres d'intérêt et ensuite de le retranscrire. Et 2 jours après, on avait un emailing qui a fait un effet wow avec des gifs animés, avec avec un gif sans animé, code et en environnement bureautique. Avec ce que les gens savent faire le mieux. Avec un microsite attaché derrière. Qui dope le référencement du site classique. Qui est juste extraordinaire, dans lequel on peut mettre des vidéos, on peut mettre des images, on peut mettre du texte. Donc pour attirer et réellement délivrer la valeur du produit ou du service ou de l'entreprise et qui derrière a des résultats. Et quand c'est sans technique. Et quand c'est pas bon, de ne pas se voiler la face et dire mais on n'est pas bon. Grande tendance aussi des États d'outre-Atlantique, pardon, les pays anglo-saxons, c'est de dire il faut qu'on arrête d'occulter ce qui ne marche pas. C'est vrai que c'est très important ça. Maintenant, on fait une réunion périodique pour établir ce qui ne marche pas. Et croyez-moi, ça plaisante pas. Puisque je fais partie de ces groupes de réflexion et de travaux, notamment avec une start-up aux États-Unis, en Californie, qui a développé cette technologie d'intelligence artificielle. Ils ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros récemment, mais ils existent depuis plus de 5 ans. Ils ont une technologie incroyable qui va complètement bouleverser l'industrie du web parce que on ne va plus être confronté à cette idée de perdre de vue la finalité et le client. Moi, je dis ça suffit. J'ai vécu trop souvent ce problème-là. Donc, je vais vous dire, c'est parce que j'en ai souffert, moi aussi, que j'ai dû trouver la solution pour moi-même. Et j'ai trouvé cela. Et on m'a dit, est-ce que tu veux faire partie du groupe de réflexion, etc., pour nous aider à la développer? Oui. Et par ailleurs, on travaille avec des géants aux États-Unis pour aussi développer cela. Et ces nouvelles technologies permettent justement d'aller rapidement au but. Et si on se trompe, ça fait pas mal. C'est-à-dire qu'on peut recommencer sans redépenser une fortune. Alors que contrairement à ce qu'on connaissait auparavant, monter un site, ça coûte un bras. Le refaire 6 mois après, les gens disent « Attends, mais peut-être pas tout de suite, je viens de dépenser une fortune. On va peut-être attendre, même si c'est pas idéal. » Mais souvent, on est dans ces logiques budgétaires également, puisque le budget marketing, je me le permets de le rappeler, est un des premiers budgets qu'on coupe très souvent dans les entreprises. Mais comme là, on est à cheval entre l'IT et le marketing, ça permet parfois de taper sur 2 budgets différents dans une même finalité qui est assurer la survie de l'entreprise. Il ne faut jamais l'oublier. Un raisonnement hétérogène pour un modèle viable qui va finalement renforcer l'offre client sans demander au client de devenir ingénieur, etc., etc., et l'obliger et le contraindre à vouloir à tout prix m'acheter quelque chose qu'il ne comprend de toute évidence pas parce qu'il a d'autres priorités. Donc plutôt que de se sentir mal parce qu'il ne comprend pas ce qu'il achète, il a une satisfaction finalement parce qu'on a joué sur sa douleur, celle de ne pas le faire passer pour un idiot parce qu'il n'est pas ingénieur ou codeur. Donc effectivement, je trouve ce cas assez intéressant. On l'a développé ensemble, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est une technologie qui est en train de rentrer, si vous voulez, dans des axes stratégiques pour des entreprises et des organisations en France et outre-Atlantique. Je voudrais juste rajouter une chose encore. C'est vrai que les dirigeants d'entreprise envient souvent les startups. Et en fait, qu'est-ce qui fait le succès d'un certain nombre de startups? C'est qu'elles n'attendent pas d'avoir finalisé leur produit à 100%, mais quand le produit est à 70%,
elle le balance sur le marché pour tester et apprendre. Alors que l'entreprise classique va finaliser son produit la plupart du temps à 100% avant de le lancer. Et le temps qu'elle remarque les erreurs qu'elle a pu commettre, il est déjà trop tard parce qu'elle a dépensé les 30% qui lui auraient peut-être permis d'améliorer son produit avant de le lancer définitivement. Donc ces nouvelles technologies aussi permettent ce test and learn sans arrêt. Et je terminerai sur une chose bien sûr, qui m'est restée parce que je suis aussi coprésident de l'ADTEM et je vais assez régulièrement, c'est pour ça que j'ai rencontré Georges-Édouard il y a quelques années. Georges-Édouard fait partie aussi du comité scientifique de l'ADTEM. Et l'année dernière, lors de la journée des présidents de club, Georges-Édouard Diaz. Georges-Édouard Diaz, ouais. Il a terminé son allocution en disant « Vous les marketeurs, vous devez démarrer vos réflexions, quelles qu'elles soient, par « et si ». Et si on faisait comme ça, et si on faisait différemment. Mais tant que vous n'avez pas épuisé l'ensemble des et si, vous ne pouvez pas dire que vous êtes arrivé au bout de votre raisonnement. Finalement, bah voilà, j'allais poser la question, Yves. Est-ce qu'on est tellement différencié comme ça d'un univers qui est le tien? On est dans le multiverse là, hein, d'accord? Est-ce qu'on arrive à concilier le multiverse si on travaille fort et on revoit quelque part sa proposition de valeur, chose que Serge vient de faire, je viens de l'aider à l'instant. Finalement, est-ce qu'on se comprend quand on dit, bon, il y a bel et bien une attractivité par la proposition de valeur, mais en trouvant une vraie solution à l'intersection du business model, business solution et l'identité digitale pour faire connaître. Regardez ce qu'on a produit. Aujourd'hui, pour nous connaître, on n'a pas, l'aura ou la... Oui, on n'est pas Flammarion, nous ne sommes pas Flammarion ou une grande marque. Donc finalement, comment le devenir? Si ce n'est de travailler finalement sur ceux qui ont réellement besoin de cette solution et de cette offre. Finalement, c'est pas si déconnant que ça, on peut y arriver. Non, mais j'aime bien l'approche du SI, parce qu'évidemment, ce sont les questions qu'on se pose tous les jours. Et lorsqu'on a démarré donc ce type de vente de fichiers numériques, on en parlait là, on a vendu des produits très simples. Et puis il y a quelqu'un qui a dit mais si on rajoutait l'interview de l'auteur, ce serait vachement bien. Et donc ce sont des gens du marketing qui ont proposé ça, c'est pas du tout des gens de la production, puisque nous, ça nous échappait complètement. Et si on rajoutait un lien qui renvoie sur son site, et si. Et en fait tous ces si, on les a pris en considération, agrégés, et on a développé des choses. Et aujourd'hui, les fichiers qu'on peut trouver sur le marché sont 100 fois plus évolués que ceux d'il y a 5 ans. Mais on les a quand même lancés au moment où il fallait les lancer, parce qu'autrement, on était absent de ce marché. Et on ne pouvait pas se permettre d'être absent. Donc on a expérimenté, on a eu quelques ratés, il nous a fallu un petit peu de temps pour devenir, je vais prononcer leur nom, mais Apple Premium, à savoir qu'au début, tous les fichiers qu'on mettait en commercialisation étaient vérifiés par Apple. Et puis au bout de 6 mois, ils les prennent, ils les commercialisent, ils ne les regardent même plus. On est devenu complètement Apple compliant, et on a suivi le même chemin avec d'autres distributeurs de fichiers. Et on les a fait progresser, et on les a fait avancer. Et donc aujourd'hui, on est capable de vendre un fichier qui va peser presque rien en matière de fichier livre, avec énormément de compléments autour, qui sont du registre de la musique, de la vidéo, de l'audio. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout imaginer il y a 7 ou 8 ans de cela. Mesdames et messieurs, la chose auquel ces messieurs ne s'attendent pas, c'est que, et c'est comme ça que je vous ai un peu snipé, messieurs, vous ne vous connaissiez pas il y a quelques heures, je vous ai associé le plus grand créateur de contenu que je connaisse aujourd'hui. C'est une métaphore et c'est comme ça que j'ai vendu finalement cette rhétorique. Il est à mes côtés, tu es un grand créateur de contenu, au sens propre du terme. Et quelque part, la recherche de cette création de contenu, pas au sens figuré, mais cette recherche qui fasse correspondre le contenu à celui qui l'attend, par la proposition de valeur, il est à main droite et il a été réceptif. Et c'est un homme incroyable. On est rentré dans la nécessité de simplifier les choses de façon à ce qu'on puisse parler un peu le même langage. J'ai pas de frustration à vous parler, tous les deux. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Quand je ne sens rien, j'ai pas dit je ne ressens rien. Quand je ne sens rien, c'est que ça passe. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Donc, c'est de la valeur immatérielle et un tas de choses. Messieurs, vous savez ce que je pense de chacun d'entre vous. J'ai pas besoin de vous le demander. Je sais que l'heure tourne. Moi, je tiens à remercier tous les participants. En particulier, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Isabelle Husser, une femme qui a été la coprésidente de la journée. C'est une femme qui a le sens de l'écoute, le sens des priorités, qui, à mon sens, va beaucoup aider parce qu'elle sait poser les questions simples pour fixer les vraies priorités. Elle mérite qu'on l'aide. Et j'aimerais remercier une femme qui va nous regarder bientôt sur les caméras.
Elle m'accompagne depuis 40 ans. On est mariés depuis une trentaine d'années. Il s'agit de Sandrine. Et je remercie Julie et Victor qui sont en train d'assister depuis ce matin, bien studieusement, et depuis bien avant encore, depuis la semaine dernière, pour délivrer le Génie Digital, ce framework qui nous permet de nous redéfinir par 3 étapes, faciles à comprendre et à mettre en pratique, avec des résultats immédiats pour qu'on puisse continuer et ne pas lâcher finalement ce que toi tu as entrepris il y a quelque temps, je dois l'admettre. Mesdames et messieurs, merci beaucoup Yves, Serge. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Bonne fin de journée.